Bonjour et bienvenue au podcast minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing. Alors, j'accueille aujourd'hui au podcast minier Hubert Parent-Bouchard, membre de la direction de Radisson Ressources minières. Alors, Hubert, merci d'être au podcast avec moi ce matin. Merci Manon, ça fait plaisir. Hubert, tu occupes le poste de développement des affaires chez Radisson. Alors, avant de rentrer dans mes autres questions, j'aimerais ça que tu m'expliques, de un, ton parcours, mais aussi, c'est quoi le poste de développement des affaires pour une société d'exploration minière? OK. Mon parcours, mon background est plus en comptabilité. Je suis natif de l'Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda. Donc, j'ai commencé ma carrière avec un contracteur minier bien connu en région, là, les Industries Blais. À l'époque, il venait de bâtir la mine 15e Malartic, puis il tombait sur le contrat avec Detour Gold pour l'open pit Detour Lake. Puis, en 2013 ou fin 2012, mon père, Mario Bouchard, qui est toujours président de Ressources minières Radisson, a pris la présidence de Radisson, renouvelé le conseil. C'était une compagnie qui était pas en super shape, si on veut dire. Elle s'en allait vers la faillite, mais il a toujours cru aux actifs de la société, dont le projet O'Brien, qui est maintenant notre projet là, principal. Un projet à haute teneur qui a sur son projet l'ancienne mine O'Brien, qui est la mine la plus riche au Québec en termes de teneur. C'est situé où, Hubert? O'Brien est situé où pour que les gens qui écoutent? Oui, O'Brien, c'est à mi-chemin entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or, le long de la 117. Donc, on est juste à côté de la ville du village de Cadillac. Donc, vraiment dans le terrain des grands joueurs, si on veut. Il y a Agnico Eagle avec la mine La Ronde qui est à quelques kilomètres. La mine Westwood de IAMGOLD qui est à une vingtaine de kilomètres par chemin routier. Canadian Malartic qui est à 35 kilomètres. Puis Eldorado, là, près de Val-d'Or, là, qui est à une cinquantaine de kilomètres. Donc, c'est vraiment un emplacement là, central, idéal là, en Abitibi-Témiscamingue. Nos travailleurs, ils peuvent venir d'Amos, Rouyn, Val-d'Or. Ils peuvent retourner chez eux à chaque soir, puis pour leur famille. Puis moi, mon rôle maintenant dans la société, au fil des dernières années, ça a été plus au niveau relations investisseurs, structurer et organiser les financements par action. Voir justement au bon développement, participer là, à la stratégie de développement, stratégie d'exploration, etc., avec objectif principal de générer de la valeur pour nos actionnaires. Avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, je pense que les gens à l'extérieur de l'industrie minière ne réalisent pas l'impact qu'elle a eu la pandémie sur les sociétés d'exploration minière au Québec, mais même partout dans le monde, je dirais. J'aimerais ça t'entendre sur comment que Radisson vit la pandémie, comment est-ce que le processus, tout ce qui est arrivé pendant la COVID, justement, comment est-ce que Radisson a réagi, puis quel a été l'impact sur la société? À court terme, je dirais, nous, c'est sûr qu'on arrivait avant la pandémie avec beaucoup de momentum. On a un programme de forage de 60 000 mètres qui est en cours au projet O'Brien. C'est le programme de forage le plus large qui a jamais été complété sur la propriété en une année. Fait que c'est sûr que d'arrêter ça, ça l'enlève le flot de nouvelles, ces choses-là. Ça l'enlève aussi l'information supplémentaire qu'on est en mesure d'aller chercher. Donc, on a tous hâte ici de recommencer là, nos activités sur le terrain. Mais d'un autre côté, dès que l'annonce du gouvernement est tombée au mois de mars, la majorité de l'équipe est tombée en télétravail. Donc, je suis de chez moi présentement. Puis, ça nous permet d'avancer des dossiers comme de la modélisation 3D,
des différentes stratégies de marketing, ces choses-là, dépendamment des sphères de la compagnie qui étaient un petit peu sur hold ou en seconde priorité, alors que les activités allaient vraiment bon train. Fait qu'on voit ça un peu comme une opportunité pour optimiser nos processus. Écoute, on est choyés, on a encore tous nos emplois majoritairement. On peut passer un peu plus de temps avec la famille. On est tous en bonne santé, il n'y a personne qui a rien eu. Fait que faut voir le positivisme dans tout ça, là, sachant que c'est pas une situation facile pour personne. Non, effectivement. Puis on espère aussi que tout le volet d'exploration va revenir quand même assez rapidement pour vous tous, nous tous. Est-ce que vous envisagez de diversifier votre portefeuille de propriété avec ce qui se passe? Pour l'instant, on regarde des affiliations stratégiques. C'est toujours sur le feu, là, mais on croit beaucoup à notre projet O'Brien, puis c'est vraiment là-dessus qu'on met les efforts. Si Radisson envisageait avoir d'autres propriétés, est-ce que votre mission est toujours de rester au Québec ou c'est quelque chose que vous aimeriez regarder à l'extérieur du Québec aussi? Je dirais pour l'instant, notre focus est le Québec, là. C'est un terrain connu. C'est une juridiction stable. On connaît la législation ici, les enjeux environnementaux, ces choses-là. Fait que c'est vraiment notre focus. Selon toi, ça va être quoi le portrait de l'exploration minière après la pandémie? C'est une bonne question. Euh, c'est sûr qu'il va y avoir une, une adaptation au niveau des opérations. Euh, pour tout ce qui est là, distanciation sociale, ces choses-là. Moi, je pense qu'une bonne partie de l'équipe va continuer à travailler de la maison le plus possible. Une bonne personne à qui parler par rapport à ça, ce serait peut-être notre directeur de l'exploration, Richard Niemenen ou Sylvain Douard, qui sont plus collés sur les opérations puis qui voient les changements là, qui devront être apportés. Là. Je sais qu'on a mis en place un plan pas d'intervention, mais un plan pour repartir là, à l'intérieur là, du cadre légal. Ça inclut des plexiglas, différents corps de travail, différentes manières pour aller à la foreuse ou travailler à l'intérieur du core shack. Heureusement, comme je mentionnais tantôt, on est assez central en Abitibi. Donc, ça permet de mobiliser ou démobiliser la main-d'œuvre puis, assez rapidement. Puis, est-ce que les gens de s'adapter là, assez rapidement aussi, là, je dirais. Ah, effectivement. Hubert, j'en profite, vu que tu es à mon podcast, puis il y a un des sujets qu'on adresse souvent, c'est l'attraction de la nouvelle génération dans l'industrie minière. C'est certain que t'es pas d'un plus vieux, hein, Hubert, dans l'industrie, fait que tu es cette Non? nouvelle génération-là. Puis, c'est notre relève, c'est la relève de l'industrie minière. Puis, je me demandais si pour toi, est-ce que tu trouves que l'industrie, elle commence à un petit peu plus évoluer pour accueillir cette nouvelle génération-là ou il y a beaucoup encore à faire pour justement aller chercher les jeunes géologues ou autres sur les bancs d'école à être attirés par l'industrie minière? Moi, j'ai commencé avec mon parcours, comme je mentionnais tantôt, j'ai commencé à travailler avec mon père. Fait que j'ai eu une porte d'entrée directe, si on veut. Euh, c'est sûr qu'on a des méthodes de travail différentes, lui et moi. Je pense qu'au niveau d'attirer la main-d'œuvre sur le terrain, l'industrie fait déjà un bon travail à ce niveau-là. C'est peut-être parce que je suis trop dans l'industrie, là, mais j'en connais plusieurs jeunes géologues ou des ingénieurs qui travaillent déjà dans des mines puis qui ont une très grande passion pour leur travail. Au niveau investisseur, je dirais que c'est plus difficile d'aller chercher les gens de notre âge. Souvent, ils vont être intéressés par la haute technologie, les, des choses comme le Bitcoin ou Ethereum, pour une certaine période de temps, le cannabis.
Donc, à ce niveau-là, c'est sûr que l'industrie a un très long chemin à faire là, pour, faire comprendre les enjeux auxquels elle fait face. Aussi, faire comprendre à quel point ça a évolué là, dans les dernières années, même dans les 25 dernières années au niveau environnemental, enjeu social, ces choses-là, pour être en mesure d'attirer ces jeunes-là qui ne travaillent pas nécessairement dans le secteur, mais de s'intéresser à la richesse que le secteur peut procurer pour une province comme le Québec ou un pays comme le Canada ou tout autre pays dans le monde. Effectivement. Tu parlais des investisseurs, qui est ton rôle d'aller, veux pas, relation investisseur. Justement, étant donné que t'es je ne voulais pas dire t'es jeune, là, c'est pas ça mon bon, mais ton rôle. Ben, je vais le prendre, je vais le prendre. Je suis jeune, je vais le prendre. Là. Moi, je commence à me trouver vieux. Fait que... Non, mais ton rôle au niveau relation avec les investisseurs doit être un petit peu différent de peut-être d'autres sociétés d'exploration minière où est-ce que les personnes sont peut-être plus âgées que toi. Voilà la bonne façon de le dire. Mais je me dis, est-ce que toi, tu sens que tu as des techniques peut-être différentes? Est-ce que Radisson se présente différemment, justement, étant donné que toi, tu le vois, la complexité d'aller chercher des investisseurs un peu plus jeunes puis de les attirer vers l'industrie minière? Ben, je dirais que le rôle principal pour une société d'exploration, c'est d'aller chercher un bon support institutionnel. Puis ça, c'est dans les institutions, on parle de hedge funds, de fonds comme la Caisse de dépôt, SIDEX, la FTQ, puis des fonds à l'extérieur du pays ou à Toronto, du private equity aussi. De ce côté-là, je dirais pas que notre approche change dans le sens que c'est des gens d'expérience. Ils vont investir basé sur la confiance envers le management, puis envers aussi la qualité des actifs. D'un point de vue peut-être investisseur au détail avec les plus jeunes investisseurs et regroupant toute catégorie d'investisseurs, c'est sûr qu'on a toujours mis un accent sur ce qui est médias sociaux. Puis la pandémie actuelle me force à revoir toutes ces stratégies-là. Actuellement, c'est un de mes bons focus là, dans les dernières semaines pour être en mesure de donner plus d'exposure à la compagnie à l'intérieur de nos budgets, ces choses-là, en utilisant différentes stratégies sur les médias sociaux, ben du advertising, excusez l'anglicisme, des publicités sur les médias sociaux, ces choses-là. Fait que notre approche, je pense qu'elle est déjà en partie, pour répondre à la question, elle est déjà en partie un bon focus sur les médias sociaux, ce qui peut être différent de plusieurs autres sociétés d'exploration. Mais il faut toujours s'améliorer quand même. Puis ça évolue tellement rapidement que c'est beaucoup de travail. Mais je pense que c'est un travail qui va au bout de la ligne, qui vient dans l'objectif principal de notre compagnie, qui est de générer de la valeur pour nos actionnaires. Bien, je pense que vous le faites très bien, puis on vous voit que malgré la crise, vous avez continué à être actif. Puis souvent, plus la crise est grosse, plus les entreprises devraient communiquer plus souvent. Mais c'est certain que quand on communique, il faut quand même bien le faire, surtout dans le cas de la crise, le cas de la pandémie. À ce niveau-là, tu l'as dit, vous utilisez les réseaux sociaux, vous restez visible dans le fond. Fait que je pense que c'est une très, très bonne stratégie. Comment est-ce que tu vois le retour quand vous allez recommencer à forer, recommencer à faire aller un petit peu le projet O'Brien? Comment tu vois ce retour-là dans peut-être les prochaines semaines? Ben, premièrement, j'ai très hâte parce qu'on a des belles sites de forage. On a hâte d'aller tester notre modèle puis vérifier l'information, faire grandir le projet. Au niveau opérationnel, je suis vraiment pas inquiet qu'on va être en mesure de s'adapter. La situation, encore une fois, la situation géographique du projet aide beaucoup. Notre équipe sur le terrain, c'est une équipe d'expérience puis qui est disciplinée. D'un point de vue de mon côté, comment ça va impacter mes choses, c'est sûr que ce qu'on fait en ce moment, un podcast, des Zoom meetings, ces choses-là, ça va venir à beaucoup changer là, comment on fait les relations aux investisseurs.
Ça a déjà commencé d'ailleurs. Il y a 1 ou 2 semaines, on a eu une journée complète là, avec, avec des investisseurs institutionnels directement sur Zoom. Ça a très bien été. Ça a des avantages aussi, dans le sens qu'on n'a pas besoin de voyager. Ça réduit les coûts. Puis c'est sûr que c'est pour un premier contact, le contact, ça remplacera jamais le contact humain. Mais c'est des nouvelles avenues qui sont vraiment intéressantes. Du moins, moi, avec une jeune famille, des fois, c'est le fun de voyager, mais c'est bien le fun d'être à la maison aussi pour être proche de nos petits-enfants. Puis, je pense que ça va changer beaucoup parce qu'on voit déjà les courtiers s'adapter, les compagnies s'adapter, même les conférences qui étaient prévues dans les prochains mois. Plusieurs tombent en mode virtuel. Fait que dans une crise, il y a toujours des opportunités. Puis il faut continuer à avancer puis s'adapter. Effectivement, là, quand tu parles du virtuel, ça commence un petit peu à laguer là, la connexion Internet. Fait que je m'excuse pour le monde qui écoute. Là, si jamais ils sentent que Hubert parle lentement, c'est pas le cas. C'est la connexion Internet qui commence un petit peu à manquer. Effectivement, là, dans le monde virtuel, tu viens de le dire, nous, on travaille un projet avec l'Association d'exploration minière du Québec, l'AEMQ, puis Explo Abitibi, qui devait avoir lieu à Val-d'Or, va avoir lieu, mais en mode virtuel à la fin mai. Alors, c'est le premier rassemblement de l'industrie minière virtuelle à la fin mai, puis on a super hâte. Puis effectivement, tu sais, ça nous permet de... C'est sûr que, comme tu as dit, le contact humain, il est vraiment le fun, il est important, mais le fait d'aller en mode virtuel pour de l'événementiel, on va pouvoir aller un petit peu... Explo Abitibi était quand même plus concentré, évidemment, en Abitibi, mais là, les entreprises vont peut-être avoir, vous autres, les juniors, les manufacturiers et autres, on va peut-être avoir une visibilité plus grande parce que soudainement, ah, ben moi, je suis au Saguenay, je vais pouvoir aller l'écouter, cette conférence-là, puis aller visiter les kiosques virtuels ou Montréal ou Québec. Fait que, ça nous permet d'aller chercher une auditoire beaucoup plus grande. Puis je pense qu'au niveau des sociétés d'exploration, comme tu disais, le fait d'utiliser un petit peu plus Zoom, puis d'aller chercher des investisseurs, mais ça vous permet ah, bon, on va y parler à cette personne-là à l'autre bout du monde. Là, on va arrêter de penser qu'il faut voyager pour tout le temps aller rencontrer les gens, mais de faire connaître votre projet à l'extérieur encore plus du Québec puis aller chercher ces investisseurs-là. Fait qu'il y a vraiment une stratégie numérique virtuelle à adopter pour les sociétés, là. Puis c'est sûr qu'au début, ça va être une adaptation. Au fil du temps, comment ça va évoluer? Est-ce qu'on va revenir à ce qu'on faisait avant? Je ne sais pas, mais entre-temps, il faut essayer d'optimiser tous ces processus-là puis de saisir la balle au bon. Effectivement. Fait que je te remercie pour ton temps, Hubert. Même si on est les deux de la maison, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas occupé. Donc, je te remercie d'avoir pris le temps ce matin là, de venir échanger sur Radisson. Bien, merci à toi, Manon. Merci beaucoup pour l'opportunité. Puis, bonne journée à toi et tous les auditeurs.